Bonjour à tous et bienvenue dans ce 33e numéro d'Interaction consacré à la Hongrie. Nous sommes au lendemain des élections législatives en Hongrie, déterminantes pour le pays autant que pour l'Europe. Et il était tard hier quand Viktor Orban, le Premier ministre, s'est exprimé laconique devant ses soutiens rassemblés à Budapest. Oui, le Fidesz, le parti du Premier ministre, a gagné, solidifie son leadership, devrait même conserver la majorité des 2/3 au Parlement, qui lui permettra de changer la Constitution à sa guise. Mais que fera Viktor Orban de son 3e mandat d'affilée? Et le courant anti-immigration va-t-il poursuivre sa montée en puissance en Europe? Toutes ces questions, et les vôtres bien sûr, nous allons les poser à nos invités. Sylvain Kahn, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po, vous enseignez la géopolitique et les questions européennes et vous sortez Histoire de la construction de l'Europe depuis 1945 aux éditions PUF. Laure Mandeville, bonjour. Vous êtes grand reporter au Figaro et vous êtes l'envoyé spécial du journal pour ces élections où vous êtes depuis mardi maintenant en Hongrie, à Budapest, mais pas que. Et puis nous sommes également en ligne avec Ákos Benszegad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue hongrois et vous êtes également basé à Budapest. Un coup d'œil sur les chiffres que je vais vous montrer à l'instant. Nous sommes à 93% des bulletins dépouillés et vous pouvez le voir, la large victoire du Fidesz, le parti du Premier ministre, qui obtient quasiment un vote sur 2 et devrait donc conserver la majorité des 2/3 avec 133 sièges puisque l'Assemblée hongroise en compte 199. Le parti ensuite qui suit, Jobbik, est à 20%, parti d'extrême droite, mais qui a fait campagne plutôt sur un discours plus centriste. Et puis les socialistes qui, en pleine déconfiture, sont à 12%. Un premier commentaire avec vous, Laure Mandeville. Il y a eu, c'est vrai, un moment de flottement hier, puisqu'il y a une très forte participation, c'est important de le dire, pour ces élections. Et on a cru un moment que cette forte participation allait profiter à l'opposition. Et puis en fait, pas du tout. C'est Viktor Orban qui a tout raflé hier. Exactement, c'est vrai que les analystes hongrois, ce qui nous a en fait un peu trompés, avaient annoncé que s'il y avait une très forte participation de plus de 70% des voix, il y avait un changement possible de la donne en Hongrie et que, à ce moment-là, il pourrait y avoir soit un effondrement de la majorité absolue pour Orban, voire, après 70%, une victoire, un basculement du côté de l'opposition. Et c'est vrai que quand on était à Budapest, hier soir, on voyait des milliers de gens encore devant les bureaux de vote en train d'attendre dans la nuit depuis 3 heures pour jeter leur bulletin dans l'urne. Et moi, beaucoup de ces gens-là disaient vouloir un changement. Et donc, c'est vrai qu'on a eu le sentiment pendant cette journée que quelque chose pourrait bouger. Mais non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une fragmentation telle de l'opposition qu'il n'y a pas eu d'accord pour essayer de contrer le Fidesz. Et le Fidesz, au contraire, a augmenté son score. Il est passé de 43 ou 4 en 2014 à 49 pour les scrutins de liste. Et ils ont raflé la grande majorité de toutes les circonscriptions dans le pays, à part par Budapest, qui passe à l'opposition. Donc c'est vraiment une défaite, je dirais, un ras-campagne pour l'opposition et une victoire assez éclatante pour Orban. Sylvain Kahn, vous, votre première réaction face à ce soutien de la politique de Viktor Orban par les Hongrois? Disons que, évidemment, c'est une victoire et c'est une victoire annoncée. Alors c'est vrai que ce que vous disiez, ce que disait Laure Mandeville, c'était que ces 48 dernières heures, sur la foi de sondages réalisés la semaine précédente, peut-être que ce n'était pas si certain que ça. Néanmoins, jusqu'à il y a 10 jours, tout le monde annonçait que ça allait être une 3e victoire de rang. Donc de ce point de vue-là, en réalité, on va dire, c'est les analyses développées depuis plusieurs mois qui se sont confortées. Bon, la deuxième chose, c'est qu'on est dans un paradoxe. C'est-à-dire que moi, je fais évidemment partie de ceux, avec mes collègues universitaires ou commentateurs journalistes, qui disent Orban est le chantre de la démocratie libérale, et la démocratie libérale, telle qu'elle a été théorisée par Zaccaria en 1998, c'est bien de dire on ne retient de la démocratie que des élections qu'on respecte, et tout le reste, on sape. L'état de droit, on sape, le pluralisme, on sape. Alors, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on finit quand même par se dire nous-mêmes, mais il y a peut-être une petite contradiction. C'est-à-dire, avec un État qu'on décrit, certains même, je pense à Balint Magyar, qui le décrit même comme un État mafieux, finalement, seul
les procédures électorales et le décompte des votes seraient complètement exempts de tout ce que fait Viktor Orban s'agissant de l'état de droit, où il le corrompt, le népotisme, le clientélisme, etc. Bon, voilà. Avec quelques irrégularités constatées par l'OSCE pendant ce scrutin, on y reviendra peut-être pendant cette émission. Akos Benzegat, pareil, une réaction par rapport à cette opposition, on l'a vu, qui est pratiquement en miettes. Il y a eu d'ailleurs des démissions suite aux résultats d'hier. Le parti d'extrême droite, Jobbik, est arrivé second, mais son porte-parole a démissionné, son président a démissionné. Idem pour le président du Parti socialiste, avec, on l'a vu, à peine 12%. Le Fidesz va probablement conserver sa majorité des 2/3. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui une opposition politique en Hongrie ? Je peux dire qu'il y a la même opposition politique en Hongrie qu'il y avait il y a 1 an, il y a 2 ans ou il y a même 8 ans. Donc en fait, le pluralisme a resté en Hongrie. Donc je pense que toutes les critiques qui portent sur cette question, est-ce qu'il y a de pluralisme des médias, des politiques, ont été démenties pendant cette élection parce qu'il y avait une vraie campagne électorale, il y avait une vraie mobilisation de la part de l'opposition. Et je peux vous dire que si on allait sur Facebook, si on allait sur les réseaux sociaux, souvent il y avait beaucoup de publicité, beaucoup plus de publicité en faveur de l'opposition, j'étais même très surpris, qu'en faveur du gouvernement. Donc il y avait une très grande mobilisation, il y avait des chaînes médiatiques, par exemple la chaîne de comédie qui a mobilisé des humoristes qui disaient qu'il faut aller voter, ils essayaient de faire voter les citoyens de Budapest, par exemple, en faisant des sketchs qui montraient que si c'est que des gens de la campagne qui votent, je me permets de vous couper. Vous parlez de la campagne et de la teneur, effectivement, de la pluralité des opinions pendant la campagne, mais maintenant que le Fidesz a gagné, est-ce qu'il y a une opposition politique en Hongrie pour les 4 années à venir ? Il faut regarder les résultats, les sièges, le nombre des sièges. Il y a une opposition, bien évidemment. Ça a changé. Fidesz a une plus grande majorité peut-être qu'hier. Parce que si les résultats restent comme ça, alors il y a la majorité des 2/3 des mandats, alors ça veut dire une majorité plus grande que la majorité précédente, parce qu'il faut rappeler qu'en 2014, le Fidesz a obtenu une majorité des 2/3, mais ensuite, pendant une élection anticipée pour une circonscription électorale, il a perdu cette majorité. Donc maintenant, c'est un renouveau de cette majorité. Voilà. Il y a de l'opposition, bien évidemment, mais l'opposition n'est pas au pouvoir. Comment dire, la majorité, c'est la majorité qui gouverne et l'opposition est dans l'opposition. Voilà. Laure Mondeville, vous avez vécu les derniers jours de cette campagne. Je le rappelle, vous êtes en Hongrie depuis mardi et vous connaissez bien ce pays. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette campagne ? Quels sont les thèmes sur lesquels le gouvernement a appuyé pour remporter cette élection ? Pour continuer la discussion, c'est que l'opposition, il y a 50% des gens, si on regarde les partis, 50% des gens qui ne votent pas pour le Fidesz, et donc qui ne sont pas d'accord, mais ils ne trouvent pas dans l'opposition quelque chose de satisfaisant. Et l'autre chose très importante, c'est que le gouvernement Orban a tout misé sur le thème de la migration, et que c'est un thème sur lequel il chevauche quelque chose d'extrêmement porteur. C'est-à-dire que les gens, au fond, sont d'accord avec lui sur cette question. Et la manière parfois un peu extrême dont il a formulé l'idée de horde de migrants qui seraient aux portes de la Hongrie, cela n'a pas choqué les gens parce qu'en fait, ils ne veulent pas du modèle multiculturel occidental et européen d'Europe occidentale, et qu'il voit en lui l'homme qui va protéger la Hongrie de ce danger potentiel. Et donc, il a finalement, à mon avis, c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est que beaucoup de gens étaient peut-être mécontents des affaires de corruption, peut-être du pouvoir excessif du parti au pouvoir, mais que cela n'a pas équilibré, cela n'a pas emporté sur la préoccupation beaucoup plus grande pour eux que représente la question de la frontière, la question de la migration. Je pense que c'est quand même le grand enseignement de ce qu'on a vu, et je suis assez d'accord avec l'analyste hongrois qui parlait sur le plateau et qui dit que au fond
il y a eu un débat libre malgré tout. C'est-à-dire que oui, il y a un verrouillage des médias d'État, de certaines télés, mais il y a quand même eu la possibilité de s'exprimer sur des tas de sites, dans les journaux d'opposition, et visiblement le discours de l'opposition n'a pas pris. Même le parti Jobbik, qui était un parti anti-immigration, mais qui s'est recentré, n'a pas du tout eu le soutien qu'il espérait, ce qui montre bien que les gens veulent un discours d'une extrême fermeté sur cette question. Merci, même voire caricatural et simpliste. Merci Laure. Je rappelle que c'est une émission interactive. Posez-nous vos questions, nous sommes là pour y répondre. 2 commentaires qui peuvent résumer, on va dire, l'essence de ce que l'on peut trouver dans les commentaires du Figaro et sur les réseaux sociaux. On a cet internaute Dutch qui nous dit « Les barbelés, c'est payant », en rapport à effectivement ce climat de campagne que vous pouvez voir, voilà, ce climat de campagne que certains ont pu ressentir en tout cas ces derniers mois et ces dernières semaines. Et puis un autre qui nous dit « Un immense bravo à ce grand défenseur de notre civilisation. Les Hongrois nous montrent leur esprit de résistance. » Eric 40, encore un internaute du Figaro. C'est vrai que la campagne, en tout cas, était à l'image du discours de Viktor Orban depuis 2 années, qui refuse le multiculturalisme et qui ne s'en cache d'ailleurs absolument pas, comme ici en septembre 2007 à Varsovie. Nem akarunk kevert népességet létrehozni, nem akarunk egy olyan kevert népességet létrehozni, mint tőlünk számos országban nyugatra, ahol különböző civilizációk élnek egymás mellett, és a 2 civilizáció összekeveredésének eredményeképpen a keresztény elem folyamatosan csökken, és veszít az életet befolyásoló szerepéből. Ákos Bengzegat, quelle trajectoire quand même pour Viktor Orban, celui qui avait défié le régime communiste en 1989, on se rappelle de son discours qui appelait à plus de liberté et qui aujourd'hui axe, il faut le dire, toute sa rhétorique sur le rejet de l'autre. Comment vous percevez la trajectoire politique de Viktor Orban ? Je pense qu'il faut comparer les choses qui sont comparables. On peut bien évidemment retracer le chemin de Viktor Orban à partir de 1989, mais il faut aussi comprendre que le monde a changé. Ce ne sont pas les mêmes défis qui se posent. Le défi qui s'est posé à la fin des années 80, c'était le défi du communisme. Donc Viktor Orban représentait l'intérêt d'une nation indépendante face aux communistes. Et en quelque sorte, si on regarde aujourd'hui la question d'immigration, ça peut aussi se poser cette question comme une question de souveraineté, une question aussi d'autonomie, parce que si un État ne peut pas garantir, que c'est l'État qui gère les frontières et décide des personnes qui peuvent entrer sur son territoire ou non, je parle notamment des gens qui ne sont pas européennes, donc qui ne sont pas dans l'Union européenne, alors l'État risque de perdre sa souveraineté. Donc c'est un discours qui n'a pas changé, c'est un discours qui essaye de définir l'intérêt national, la souveraineté nationale. Donc c'est un discours vraiment gaulliste. Et c'est un discours qui revient aussi au sujet d'immigration parce que c'est un nouveau défi. Ce n'était pas le défi qui s'est posé en 89, c'est un nouveau défi. Donc il y a une adaptation à ça de la part du Premier ministre. Sylvain Kahn, je vous vois réagir à ce que dit Ákos Bengzegat. Je réagis sur le rapprochement entre Orban et De Gaulle, c'est-à-dire faire de Orban un De Gaulle d'aujourd'hui ou un gaulliste. Ça me paraît... pourquoi pas, mais en tout cas, ça me paraît très discutable. D'abord parce que la France des années 60 et 70, des années 50, 60 et 70, en particulier des années 60, est une France qui organise, qui provoque les mouvements migratoires, et je parle bien ici d'immigration et pas d'émigration. Donc de ce point de vue-là, c'est très difficile de faire de Orban un gaulliste. Deuxièmement, le souverainisme, mot qui n'existait pas en 1960, mais admettons qu'on puisse dire que De Gaulle a eu une politique souverainiste s'agissant de sa politique européenne, est très différente de ce que est le souverainisme dans l'Europe d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le général de Gaulle n'a jamais... il était contre le fait qu'on élargisse, qu'on donne davantage de compétences à l'époque, la CEE. Mais il n'a pas... il ne s'est pas opposé, il n'a pas, bloqué les décisions qui étaient prises dans le cadre des institutions existantes. Or, sur le point très précis qui était évoqué précédemment, à savoir la politique migratoire de l'UE, il se trouve que la Hongrie et 3 autres pays, les pays dits de Visegrad, donc la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et la Pologne,
ont refusé de mettre en application une décision qui a été votée à la majorité qualifiée. Et sauf erreur de ma part, c'est la première fois dans l'histoire de la construction européenne, qui est relativement jeune, que lorsqu'une décision est prise à la majorité, des États refusent de l'entériner, alors que dès lors qu'on est membre de l'Union européenne, on n'est pas obligé de l'être. Hein. Personne n'a forcé la Hongrie à rentrer. Hein. Si la Hongrie veut sortir, elle peut sortir, comme les Britanniques. Elle rentre, mais maintenant il faut respecter les règles ? Oui, enfin, si vous voulez, c'est un peu un des éléments de base de la construction européenne. Donc à partir de là, ce que je veux dire, c'est que la souveraineté de la Hongrie est remise en cause par personne. Je veux dire, personne ne force la Hongrie à signer les traités qu'elle a signés. Donc si aujourd'hui Viktor Orban ou d'autres considèrent que les règles qui sont dans le traité et qui ont été signées par la Hongrie mettent à mal leur souveraineté, je veux dire, juridiquement, ils peuvent sortir. Je veux dire, personne ne force la Hongrie à faire quoi que ce soit. Mais justement, on arrive au cœur du problème. Laure Mandeville, je vous pose la question. On a une Hongrie qui ne veut pas sortir de l'Europe parce qu'elle n'aime pas les règles et qu'on lui applique certaines règles. Elle veut la transformer de l'intérieur. C'est là peut-être la différence avec une Marine Le Pen qu'on a connue en France, qui était très europhobe. En revanche, Viktor Orban veut la changer de l'intérieur. D'après vous, est-ce que c'est possible et comment cela va se transformer dans les années à venir ? Exactement. Moi, je pense que je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, dans la mesure où il y a un élément gaulliste dans ce discours de Orban sur la question de la souveraineté de l'État-nation. De Gaulle était évidemment un défenseur de l'État-nation et estimait absolument que le contrôle des frontières appartenait à l'État-nation. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un élément gaullien, mais il ne faut pas il ne faut pas confondre deux choses, qui est d'une part la vision de l'Europe vers laquelle on va, sur laquelle la Hongrie estime qu'elle est légitime à donner son avis et qu'elle veut en réalité, effectivement, comme vous le dites, Renaud, apporter sa pierre au débat et elle va être suivie par toute une série de pays et il va y avoir une bataille, je dirais, d'idées sur cette question de vers quelle Europe on va. Et penser qu'il y a d'un côté l'Union européenne et de l'autre la Hongrie isolée, à mon avis, est une erreur, parce qu'on voit bien que le mouvement qu'incarne Viktor Orban, qui est un mouvement, disons, national, je dirais conservateur, favorable à une redéfinition des règles de l'Europe, se propage à travers l'Union européenne. Regardez ce qui s'est passé en Italie, regardez les mouvements qui existent en France, les mouvements qui existent aussi même en Allemagne. Et donc Emmanuel Macron, qui est pour une vision, lui, plus supranationale, est en réalité face à des vents contraires. Et il est évident qu'on devra aller vers une forme de compromis. Ceci dit, il y a une autre question sur laquelle doit se pencher, à mon avis, l'Union européenne et Bruxelles, c'est la question de l'état de droit en Hongrie. Donc là, est-ce que l'état de droit sera respecté ou est-ce que les tendances que l'on peut avoir à apparaître de ce pouvoir à une forme d'autoritarisme continueront? Je voyais par exemple que un des porte-parole du Fidesz venait d'annoncer qu'on allait pousser une loi qui allait sanctionner, voire interdire les ONG qui seraient favorables à la migration. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et qui serait dangereuse pour la sécurité nationale? Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on voit qu'il y a évidemment une matière qui est peut-être inquiétante et sur laquelle il faudra se pencher avec attention. Effectivement, avec une définition assez floue d'être contre la migration et voir tout ce que cela peut engendrer. C'est une question dans le même sens que je voulais vous poser à cause Bengzegat. On a un internaute qui nous dit « José, la Hongrie bafoue les principes les plus élémentaires de l'UE et des droits de l'homme, des droits de réfugiés. Et rien ne se passe que fait Bruxelles. » Mais c'est un petit peu dans le même sens que ce que vous disiez il y a quelques minutes. La vision de Viktor Orban de 1989 n'est pas forcément la même qu'aujourd'hui. Vous nous dites l'Europe n'est plus la même, les principes fondateurs de l'Union européenne, ceux des rapprochements des peuples, on va dire, ne tiennent plus en 2018 ? Bien évidemment que le rapprochement des peuples tient toujours la route. Si vous me permettez, je soutiens toujours ma comparaison avec le gaullisme. Il faut juste rappeler l'histoire des chaises vides. De Gaulle était complètement contre une commission qui gagne un pouvoir politique trop important.
Alors, M. Orban explique la même chose. Nous ne souhaitons pas que ce soit la Commission européenne et non pas les États-nations qui expliquent, qui donnent, comment dire, la direction à suivre aux États. Pour revenir à la question européenne, vous parlez toujours des règles, mais c'est justement ça le cœur de débat. Ce sont les règles qui sont débattues. Parce que l'immigration, c'est un nouveau défi. Donc, il y a bien évidemment des décisions, des décisions sur les quotas pour, pour répartir des demandeurs d'asile selon les États membres. Mais c'est justement une nouvelle règle, une nouvelle décision qu'il s'agit de débattre parce que nous sommes en politique. Donc, en politique, il faut débattre aussi les règles. Et c'est justement la Hongrie qui a pris... Oui, je me permets juste de rebondir. Vous dites ce sont justement les règles qui posent problème et il faut en débattre. Le sort des réfugiés et les quotas ont été fixés suite à un vote en Europe et une majorité qui a accepté ces règles. Ne faut-il pas d'abord accepter les règles démocratiques de l'Union européenne et ensuite débattre pour qu'à l'avenir, elles changent à notre guise? Là, on a la Hongrie qui a effectivement érigé des barbelés en 2015 pour refuser une décision qui a été prise démocratiquement en Europe, à l'Union européenne en tout cas. Oui, mais la Hongrie avait aussi ses arguments parce qu'elle a argumenté qu'au Conseil européen, c'est-à-dire au niveau des chefs d'État et des gouvernements, il n'y avait pas de décision prise. Et ensuite, une semaine ou quelques semaines après, c'est le Conseil des ministres, donc un organe qui est plus inférieur au niveau hiérarchique politique, qui a pris une décision contraire. Donc la Hongrie a contesté cette politique. Mais je pense que pour sortir un peu de ce débat, la majeure conclusion des élections d'hier devrait être qu'il faut changer le registre de débat. Je pense que les Hongrois ont envoyé deux messages. Un message pour le gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a un soutien malgré tout ce qu'on a pu lire dans les journaux, et un message à l'Europe. Ce n'est pas un message d'hostilité, loin de là, mais c'est un message, comprenez les Hongrois, essayez de comprendre pourquoi M. Orban a un tel soutien s'il a un tel discours. Peut-être la façon dont son discours est analysé en Europe occidentale n'est pas la façon la plus adaptée. Et c'est ce qu'il faut repenser. Je pense que le peuple hongrois a envoyé un message. Pour que ça soit compréhensible, il faut que le destinataire souhaite le comprendre et ne pas mal interpréter. Mais je suis aussi conscient que les Hongrois, donc ceux qui ont envoyé le message, doivent travailler sur le langage. Il faut décoder, il faut expliquer qu'est-ce que ça signifie le vote. Moi aussi, je suis aujourd'hui ici pour essayer d'expliquer ce que ça signifie. Il faut travailler pendant des années et des années pour qu'on parle le même langage. Merci, Coach Mendegat. Parlons de langage avec un mot que vous avez peut-être inventé, Sylvain Kahn. Vous parlez d'une urbanisation de l'Europe. On a d'ailleurs un internaute sur le Figaro, vous allez le voir, qui nous disait « Cet homme, Viktor Orban, est le symptôme d'un mal profond et il n'est pas le seul. Si rien ne change en Europe, il y aura des Viktor Orban partout. » Exactement dans le même sens que ce que vous écriviez il y a peu. On parle d'une urbanisation de l'Europe, il veut transformer l'Europe. Jusqu'où cela peut-il aller d'après vous? Ça peut aller... assez loin sur certains sujets. Alors, moi, je ne parle pas de mal, hein, je ne porte pas de jugement de valeur dans... Non, c'est un phénomène que vous décrivez. Voilà, c'est ça. Parce qu'effectivement, l'idée d'une part que... il ne faut pas oublier, ça a été dit tout à fait au début de ce débat, mais il ne faut pas oublier effectivement l'importance de la démocratie illibérale qui est revendiquée par Viktor Orban lui-même. Hein. Donc là, ce n'est pas du tout un procès qu'on lui fait ou une analyse qu'on lui fait, c'est quelque chose qu'il revendique lui-même, consistant encore une fois à dire que la démocratie et le multipartisme sont d'autant plus respectés, d'autant plus importants que l'État de droit, lui, et pour aller vite, les principes, disons, fondateurs de 1789 ou de 1787, peuvent, eux, être remis en question. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Bon. Et puis, moi je veux bien qu'on fasse comme si les élections étaient totalement pures et parfaites. Bon, il y a quand même, c'est très documenté par un certain nombre, soit de chercheurs, soit de commentateurs, soit de journalistes. Le népotisme en Hongrie depuis 2010, il existe, c'est un système qui est mis en place. Faire en sorte que les gens votent dans un certain sens plutôt que dans un autre, même si ça n'a rien d'illégal, entre guillemets, c'est un dévoiement, on va dire, de l'esprit de la démocratie libérale et parlementaire. Voilà. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, effectivement, il se trouve que ce type de pratique, voire ce type d'idéologie, consistant à dire le nationalisme est très important, mais le nationalisme et l'illibéralisme, ça ne veut pas dire que
on retire son pays d'Europe, comme l'ont fait les Brexiteurs. Ça veut dire au contraire qu'on considère qu'il peut y avoir une espèce d'alliance des nationalismes et des îles libéraux au sein de l'Union européenne et qu'à partir de là, on peut effectivement décider qu'ensemble, vis-à-vis d'ennemis supposés qui sont à l'extérieur de l'Union européenne, en particulier des ennemis venus du monde arabo-musulman, on peut considérer que l'Union européenne est une organisation, une entité territoriale qui a vraiment sa raison d'être. Voilà. Donc effectivement, je vais dans le sens, moi aussi, de ce qui a été dit précédemment. Je pense que les îles libéraux et les gens comme Orban, et Orban en est le préfigurateur, puisqu'il est au pouvoir depuis 2010, considèrent qu'il y a intérêt à, on va dire, infléchir le cours de l'Union européenne et son esprit dans un sens qui peut servir ce nationalisme européen. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il me semble qu'on peut proposer, dans un mot qui est un peu un mot valise ou un mot raccourci, le terme d'urbanisation, parce que c'est vrai qu'en Italie, en Pologne, au Danemark, même s'ils ne sont pas encore dans la majorité, en Autriche, où ils sont au gouvernement, on voit effectivement émerger un certain nombre de partis avec des dirigeants qui ont le même type de doctrine et de vision. Laure Mandeville, un commentaire d'internaute intéressant. Austin nous dit « La Hongrie n'est pas la France, elle a subi trop de domination étrangère dans son histoire, c'est encore trop vivace dans l'inconscient collectif des Hongrois pour croire qu'ils vont adapter un modèle occidental. Il faudra du temps et de l'ouverture pour infléchir cette peur. » C'est ce que vous avez ressenti ces dernières semaines et de vos dernières expériences en Hongrie, un pays que vous connaissez bien? Oui, effectivement, je pense que c'est un thème très important pour comprendre ce vote, c'est qu'il y a, je dirais, ce qu'on appelle ici une identité tourmentée de l'Europe centrale. Alors, il y a une volonté de protection, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui traverse toute l'Europe et la France et ailleurs, mais c'est vrai qu'en Europe centrale, c'est peut-être encore plus le désir de protéger la souveraineté et l'identité nationale est d'autant plus fort que c'est un pays qui a été traversé par des siècles de traumatisme de cette identité, où vous avez eu une occupation turque qui a duré des siècles, vous avez eu ensuite l'Empire austro-hongrois, où les Hongrois avaient arraché une place importante, mais au prix de nombreux bras de fer et batailles avec les Autrichiens. Et vous avez eu ensuite, évidemment, la période soviétique, où la Hongrie a été privée de sa souveraineté pendant 50 ans. Et donc, je pense qu'ils sont particulièrement sourcilleux et attachés à leur souveraineté. Et donc, pour eux, l'Europe, c'est bien sûr quelque chose où ils se sentent chez eux, mais ils ne veulent pas pour autant abandonner cette idée de la souveraineté. Moi, je pense que sur ce quoi il faut être vigilant, c'est évidemment une possible dérive en fait de cette volonté de protéger l'État-nation et d'être protégé vers une forme de nationalisme ethnique dangereux. Et c'est vrai que pendant cette campagne, Viktor Orban a usé quand même d'une rhétorique très simplificatrice, par exemple portant des coups répétés, une espèce d'obsession contre ce mania George Soros, comme si c'était une espèce de banquier complotant en Europe occidentale pour détruire la Hongrie. Tout ça est évidemment quand même très exagéré et donc ce qui explique aussi la préoccupation qu'on a pu entendre dans pas mal d'analyses. Merci beaucoup Laure Mandeville. Et une dernière question pour vous, Ákos Bányszegát, parce que vous êtes politologue en Hongrie, basé en Hongrie, mais vous avez fait vos études en France, vous connaissez bien aussi la France. Une réaction de Marine Le Pen qui nous dit « Grande et nette victoire de Viktor Orban », vous pouvez le voir. L'inversion des valeurs et l'immigration de masse prônées par l'UE sont à nouveau rejetées. Les nationaux peuvent être majoritaires en Europe et aux prochaines européennes 2019. D'après vous, Marine Le Pen et Viktor Orban partagent-ils une vision commune de ce que doit être l'Europe et l'Union européenne ? Je pense que ce message de Marine Le Pen montre très bien que chaque interprétation, chaque événement politique est interprété par chaque parti politique dans tous les pays européens. Donc il va y avoir une interprétation faite par la gauche en France, par le parti au pouvoir et aussi par Marine Le Pen. Donc il ne faut pas donner trop de signification à ça. Mais ça sonne comme Marine Le Pen et Viktor Orban pour mener la bataille aux européennes.
Pardon, je pense qu'il ne faut pas aller trop loin. Marine Le Pen n'est pas Viktor Orban, encore une fois. Et si je peux avoir une petite proposition de lecture, parce que, comme vous avez dit, j'ai fait mes études en France, et il y a un professeur de droit constitutionnel qui est aussi conseiller d'État en mission spéciale, professeur à la Sorbonne, c'est Bertrand Mathieu, qui a rédigé un ouvrage récemment qui s'appelle « Le droit contre la démocratie », avec un point d'interrogation, bien sûr. Et dans cet ouvrage, il explique très, très bien cette dichotomie entre démocratie et libéralisme et pourquoi aujourd'hui il y a ce sentiment de contrariété entre les deux ou d'opposition entre les deux. Je pense que c'est un ouvrage qui mérite d'être lu parce que ça éclaire beaucoup ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Hongrie, et ça permet encore une fois de faciliter le dialogue entre nos pays et au sein de l'Union européenne. Merci beaucoup Akos Bensegat. Allez, encore 2 commentaires avant de vous quitter. Françoise, ces résultats sont très inquiétants pour l'Europe. Nous voilà de retour dans les années 36. Marie-Hélène, au contraire, qui nous dit bravo aux Hongrois. L'Europe s'impose. S'il y avait des référendums, le peuple dirait non à une certaine immigration incompatible avec notre culture, identité et religion. Voilà, cela résume ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, ce que je vous disais en début d'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Sylvain Kahn d'avoir été notre invité. Merci à Laure Mandeville qui était envoyé spécial du Figaro et qui va bientôt revenir parmi nous en France, qui va prendre un avion aujourd'hui. Et puis Akos Bensegat, merci à vous d'avoir été notre invité et à bientôt pour de nouvelles analyses. Ciao.